Yo tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer mes copies aux écrits du CAPES de lettres modernes. Pour ceux qui le savent pas, j'ai réussi le CAPES de lettres modernes en juin dernier, donc j'ai été déclarée admise au CAPES rang 2 national, donc je suis très fière. Cette année j'ai demandé un report de stage pour passer l'agrégation, mais j'ai tout de même demandé mes copies au vu de mes bonnes notes, voir un petit peu déjà ce que j'avais fait, évaluer par rapport au sujet, et puis pour vous donner aussi des informations. Alors je précise tout de suite que ces copies seront disponibles en intégralité dans l'onglet communauté de ma chaîne. Donc en fait j'ai reçu un mail, enfin j'avais envoyé un mail, vous pouvez vous connecter sur le site de l'éducation nationale et vous pouvez aller dans la rubrique pour récupérer ces copies de concours. Bon, c'est relativement accessible, hein. Moi j'ai juste envoyé une demande je crois par mail et ils m'ont répondu par retour de mail, donc juste après les vacances au 1er septembre. Je suis très surprise de leur rapidité pour une fois. Voici le mail qu'ils m'ont répondu. Bonjour, à la suite de votre demande, je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe ou via un lien de téléchargement vos copies de concours de la session 2023. Donc là je clique sur ce lien et on arrive sur cette page et là j'ai pu télécharger mes 2 copies. Il précise bien que les copies ne comportent aucune annotation ou appréciation. Après avoir été rendues anonymes, elles ont été soumises à correction et n'existe pas de procédure permettant d'en obtenir une nouvelle correction. En effet, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige des jurys du concours qu'ils établissent des appréciations sur des prestations des candidats. Leur jugement étant concrétisé par l'attribution de notes chiffrées. Donc ça c'est comme pour les copies du bac, en fait on n'est pas censé quand on les corrige mettre des annotations, on met juste une note et les élèves n'auront jamais leurs annotations. Alors il se peut que certains profs le fassent tout de même pour avoir des repères. Pour un concours vraiment ça ne se fait pas, même à l'ENS ça ne se fait pas. Deuxième point, les épreuves d'un concours visent à établir un ordre de classement. Donc je vous renvoie là à ma vidéo sur la différence entre concours et examen. Vraiment c'est l'importance du classement qui compte ici. Classement des candidats en vue de l'accès à un emploi public et ne saurait être assimilé à des devoirs universitaires donnant lieu à une correction détaillée portée sur la copie dans un but pédagogique. Donc là, qui sous-tendent, c'est la différence entre concours et examen, c'est-à-dire partiel qui vise à vous faire passer à la classe supérieure. Un concours, en fait, non, pour recruter les meilleurs. Alors qu'à l'université, on va vouloir sanctionner un niveau, d'attester d'un niveau précis, non pas de prendre forcément les meilleurs. La communication des copies n'est pas de nature à entraîner la remise en cause de la note ni du résultat final du concours qui ont un caractère définitif. Le principe de souveraineté du jury ne peut être remis en cause, quand bien même les notes qu'il a attribuées apparaîtraient très différentes d'autres résultats obtenus par le candidat au cours de sa formation ou à une session antérieure. Donc là, ils font référence à tous ceux qui sont ultra surprises de leurs notes, notamment négativement, alors qu'ils ont eu 16 toute l'année en master et qui se retrouvent à, je sais pas moi, 8 à l'agrégation ou à je ne sais quel autre concours. Ce sont tous des personnes qui ont eu leur master avec brio la plupart, et donc forcément bah ce sont des gens qui ont un certain niveau et vous allez être classé avec eux, pas avec d'autres personnes qui sont un peu moins bonnes. Enfin ça va se ressentir sur vos notes. Et puis dernier point, ils disent que les rapports du jury établis sur la responsabilité des présidents de jury, patati patata, seront publiés entre septembre et novembre. Donc là je vous invite encore une fois, pour ceux qui préparent des concours, que ce soit l'ENS, le CAPES ou l'agrégation, à aller voir les rapports de jury. Moi je m'en suis bouffée pour préparer l'ENS et c'est ce qui m'a vraiment aidé en partie. Je précise que les épreuves écrites sont les épreuves d'admissibilité, donc c'est à dire que si vous réussissez les écrits, vous n'avez pas directement le CAPES, il faut ensuite passer les épreuves d'admission qui sont les oraux. Les épreuves écrites se déroulent en mars et les oraux se déroulent en juin. Ici je vais juste vous parler de la première épreuve écrite qui est une dissertation sur œuvre en 6 heures. Ici je parlerai exclusivement de la dissertation sur la mort du roi Arthur, donc la première épreuve écrite, et je ferai une deuxième vidéo où je vous parlerai de la deuxième épreuve écrite qui est la grammaire et la stylistique. Pour cette épreuve il s'agit donc d'une dissertation de 6 heures sur une œuvre intégrale qu'on aura travaillée donc durant les 2 ou 1 année de préparation au CAPES. Ça dépend comment vous préparez le CAPES, si vous êtes en master MEF ou si vous le préparez par une autre voie. En master MEF vous avez 2 ans pour préparer le CAPES qui est largement jouable et vous avez en tout 6 œuvres. La mort du roi Arthur, donc qui est l'œuvre qui est tombée au CAPES de lettres 2023, était une œuvre que nous avions travaillée en master 1, donc ça remontait à assez longtemps. Il fallait qu'on donc réactive ses connaissances pour le CAPES, donc peut-être 1 an plus tard. C'est pour ça que j'insiste sur vraiment la nécessité de revenir à ces cours, de replonger dedans et de se réapproprier les œuvres, pourquoi pas les relire. Moi c'est vrai que j'ai beaucoup de difficultés à relire une œuvre que j'ai déjà lue, mais pourquoi pas relire des morceaux
morceaux qui vous ont marqué. Comment j'ai préparé cette dissertation? Eh bien je l'ai préparée un peu comme en prépa, c'est-à-dire que je me faisais des exempliers avec des citations, des passages. J'avais fait aussi des schémas pour les personnages parce que c'est vrai que La mort du roi Arthur, il y avait beaucoup de personnages, c'est un roman assez touffu et épais, beaucoup d'intrigues. Je précise que l'œuvre qui tombe le jour du concours ne vous est pas donnée en amont, c'est-à-dire que vous pouvez tomber sur n'importe lesquelles des 6 œuvres. C'est pour ça que certaines personnes ont tendance à faire des impasses, par exemple comme Perrault était déjà tombé l'année d'avant, on se disait que Perrault n'allait pas retomber cette année, sachant que 2 œuvres sont renouvelées chaque année. J'ai pas fait l'impasse quand même parce que je me suis dit on peut quand même retomber, ça peut arriver, ce serait rare mais on peut retomber sur la même œuvre. Et beaucoup de personnes aussi avaient fait l'impasse sur La mort du roi Arthur parce que cette œuvre était tombée à l'agrégation l'année d'avant. C'est vrai que des fois on a des œuvres qui se télescopent entre l'agrégation et le CAPES puisqu'on prépare un même métier finalement qui est celui de l'enseignement dans le second degré, collège-lycée. Et donc beaucoup de personnes avaient un petit peu évacué la question de La mort du roi Arthur, chose qu'il ne faut absolument pas faire puisque c'est bel et bien tombé. Alors moi j'ai horreur de faire des pronostics, les profs que j'écoutais me disaient que La mort du roi Arthur ça pouvait pas trop tomber, donc je les ai pas trop écoutés. Pour moi ce qui risquait le plus de tomber quand même, je me disais que Baudelaire ça pouvait bien tomber, parce qu'en plus il est au bac. J'ai été surprise que La mort du roi Arthur tombe, mais j'avais des connaissances, pas autant que je le souhaitais. Mon avis sur ce que j'ai produit le jour J, donc sans savoir ma note, avant de savoir ma note, je vous invite à voir la vidéo Passer le CAPES avec moi, où je disais qu'en fait j'étais pas très satisfaite de ma dissertation, que je trouvais ça assez pauvre, notamment en référence, en citation, qu'il y avait des petites inexactitudes. Aussi que j'avais pas pris énormément de pages, j'ai fait que 9 pages, c'est quand même assez synthétique, sachant qu'en prépa je faisais 12 pages. Après, être synthétique ça peut aussi être une qualité, ça ne vous empêche pas d'avoir une excellente note. La dissertation, je rappelle que j'avais obtenu la note de 17,5 sur 20. Honnêtement, en sortant de l'épreuve, moi je me serais attribué la note de 12 ou 12,5 sur 20. On va analyser ensemble cette copie, je vais la redécouvrir avec. Alors je vais d'abord retrouver le sujet, ce serait bien. Cette dissertation, elle est aussi celle qui sert aux lettres classiques et aux sections en langue régionale pour le CAPES, je le précise. Donc dites-vous bien qu'on a à peu près le même programme, enfin on a le même programme. Alors la citation qui a été choisie, CAPES vous pouvez tomber soit sur une question comme c'était le cas l'année dernière sur Perrault, donc une question, le conte est-il un récit édifiant? Cette année c'était donc plus classique, une citation extraite du livre du Graal de Philip Walter, publié en 2009. Le roman dépeint un monde où toute vérité est devenue problématique. L'erreur est partout, la certitude nulle part. Les signes et le langage sombrent dans l'ambiguïté. Ils sont devenus trompeurs, comme les apparences. Donc dans quelle mesure ce propos sur la mort du roi Arthur éclaire-t-il votre lecture de ce roman? Ici, c'était déjà une citation appliquée au roman de la mort du roi Arthur. Il se peut que vous ayez des citations qui soient pas directement appliquées à l'œuvre et qu'il faut justement rattacher à l'œuvre, dire en quoi cette œuvre illustre ou n'illustre pas cette citation. Quand j'ai vu cette citation, j'ai un peu rigolé parce que, enfin c'est pas que j'ai rigolé, mais en tout cas on l'avait vu un peu en cours, cette question de l'ambiguïté, des signes, des apparences, et tout de suite je me suis rappelé plein d'éléments du cours, je me suis dit il y a vraiment quelque chose à faire, du moins dans le grand 1 pour l'illustration, j'avais pas mal de billes. Mais très vite vous allez voir, il me semble que je me suis épuisée dans ma dissertation. Donc je vais commencer par l'introduction. Tout d'abord l'accroche. Moi j'aime toujours commencer par une citation parce que je trouve ça extrêmement précis et je trouve que ça envoie dès le départ. Dans sa préface à la mort du roi Arthur, J. Frappier indique que la mort du roi Arthur, plutôt que de représenter cet âge rêvé, la Pax Arthuriana, choisit de révéler au public la modernitas arthurienne, le moment où le royaume se désenchante et où les certitudes passées s'écroulent. Pour le spécialiste, ce qui caractérise le dernier tome du cycle arthurien serait sa modernité, tenant de la disparition des certitudes constitutives du roman arthurien. Donc là je vais lier mon accroche avec le sujet sur le thème de la disparition des certitudes liées à la modernité de ce roman. Cette idée rejoint le propos de Philip Walter dans le livre du Graal, 2009, propos qui analyse le roman au prisme de la notion de vérité. Et donc là, je vais analyser le sujet en citant des petites parcelles du sujet pour les analyser une à une. J'aime bien quand il y a un sujet assez long le disloquer pour essayer vraiment d'analyser partie par partie. Le roman dépeint un monde où toute vérité est devenue problématique. La vérité est le caractère du discours qui décrit le réel tel qu'il est. Elle repose sur l'adéquation entre le discours porté sur la réalité
et la réalité elle-même. Donc là je donne une définition assez générale de ce que c'est que la vérité, qu'on pourra même trouver dans une copie de philo. D'ailleurs cette définition là je l'avais reprise de mes cours de philo de terminale dont je me souvenais encore, truc de fou. Comme quoi ça sert à quelque chose d'apprendre. Ensuite je vais m'appliquer à donner une définition en lien avec l'œuvre, le sujet, donc dans le contexte à la fois de la citation et dans le contexte aussi de l'œuvre. Donc faire un lien entre la définition générale sortie du dico, la définition dans le contexte de la phrase de la citation et en lien avec l'œuvre. Or, dans La mort du roi Arthur, cette vérité serait devenue problématique, elle ne répondrait alors plus à ses exigences, elle ne serait plus infaillible, déformée par la rumeur, menacée par le mensonge, mal interprétée ou pis encore, pas entendue ni prise en compte. Donc ici je mets tous les cas de figure que j'ai recensés dans La mort du roi Arthur où la vérité elle posait problème. P. Walter en tire une conséquence, l'erreur est partout, la certitude nulle part. Ici je mets bien le lien logique qui est exprimé dans la citation, une conséquence. Donc n'hésitez pas à analyser une citation en prenant en compte les liens logiques entre les affirmations. Ce parallélisme oppose l'erreur, l'inadéquation entre le discours ou la pensée et la réalité qui conduit à des événements malheureux, et la certitude, connaissance de ce qui est nécessaire, de ce qui ne peut être autrement. Là je mets en avant une figure de style, le parallélisme entre l'erreur et la certitude. Là où les précédents romans de chevalerie faisaient preuve de clarté, La mort du roi Arthur semble être un roman voilé d'opacité, où les certitudes que sont la courtoisie, la fidélité, la vassalité et la probité disparaissent. C'était lié à des connaissances que j'avais vues en cours, évidemment ça on peut pas le savoir si on n'a pas travaillé sur la chevalerie et sur le roman de chevalerie. En cause, les signes et le langage sombrent dans l'ambiguïté. Ils sont devenus trompeurs comme les apparences. Second lien logique, cause de cette vérité problématique, c'est l'ambiguïté des signes et du langage. Pour P. Walter, ce qui devrait guider les personnages et clarifier l'intrigue, les signes, ce qui tend vers autre chose, qui indique, et le langage, le discours, le dialogue, la parole, perdent leur fonction informative en sombrant dans l'ambiguïté. Caractère de ce qui oscille entre deux pôles, difficile à distinguer, incertain, de sorte que les signes et le langage ont un effet contre-productif. Plutôt que d'informer, ils désinforment et deviennent source d'erreur. Là encore, je mêle des définitions générales, le signe c'est ce qui tend vers autre chose, qui indique, le langage c'est le discours, le dialogue, la parole, et puis je parle donc de leur fonction informative qui, dans le cadre de La mort du roi Arthur, sombre dans l'ambiguïté, ambiguïté que j'ai définie comme ce qui oscille entre deux pôles, qui est difficile à distinguer et donc incertain. Dans La mort du roi Arthur, les inscriptions, les songes, les avertissements oraux, les conseils, les apparitions du merveilleux, les figures du hasard, de fortune, du destin et de Dieu, sont autant de manifestations de cette ambiguïté, ce qui va dans le sens de la dernière phrase du propos de P. Walter, reprenant la formule bien connue des apparences trompeuses. Je définis ce qui pourrait être considéré comme un signe dans le cadre de La mort du roi Arthur. Cependant, on peut reprocher à cette affirmation son caractère absolu. Donc là, je vais nuancer, toujours veiller à nuancer la thèse de l'auteur de la citation. Toute vérité, erreur est partout, certitude nulle part. Donc là, j'ai souligné les mots qui renvoyaient à ce caractère absolu. Le propos au présent de vérité générale se veut catégorique. Or, ne peut-on aussi considérer que dans le roman, tous les signes et toutes les prises de parole ne sont pas trompeurs, qui peuvent se révéler de véritables adjuvants permettant d'éviter les erreurs ou du moins d'avertir et de prévenir ces erreurs. Ce serait alors le refus de les prendre en compte dû à l'aveuglement qui conduirait les personnages non plus à l'erreur mais à la faute, celle-ci non pas involontaire mais délibérée, engageant la responsabilité des actants. Tout ce que j'ai fait là à partir du moment où j'ai mis donc cependant. Cependant, on peut reprocher à cette affirmation son caractère absolu. Tout ça, c'est la problématisation, c'est-à-dire la mise en problème de cette citation. Avant, je me suis attelée à définir ce que la citation dit. J'avance, j'illustre la thèse. Enfin, je définis la thèse. Ensuite, je vais montrer que cette thèse, dans un second temps, elle pose problème. Et c'est là que je vais problématiser. Problématiser, ça veut pas dire réfuter la thèse complètement. Ça veut dire montrer en quoi cette thèse, elle est trop catégorique, en quoi elle manque des éléments et en quoi nous on peut apporter quelque chose de neuf. La problématisation, elle emmène toujours à la problématique que moi je démarque typographiquement par un retour à la ligne et un saut de 2 carreaux. Dans quelle mesure peut-on considérer La mort du roi Arthur comme un roman grevé d'incertitudes où la vérité devient faillible alors que tout dans l'histoire devrait concourir à orienter les personnages? L'opacité de La mort du roi Arthur est-elle absolue? Et est-elle seulement le fait du hasard de l'intrigue?
ou implique-t-elle également la responsabilité des actants? Comme toujours, chez moi, je dirais, ma problématique, elle est longue et il y a même 2 questions. On m'a souvent reproché dans mes copies de faire des problématiques trop longues qui devraient être séparées en plusieurs questions ou en tout cas réduites en une seule et même question. Évitez les problématiques effectivement qui sont trop longues, qui mettent 2 questions en une. Séparez les deux. Moi ici j'avais tellement de choses à dire dans ma problématique que j'ai quand même fait deux questions parce que je voulais déjà questionner la question de l'incertitude et je voulais aussi questionner le fait que cette incertitude soit uniquement du fait de l'intrigue. L'opacité dans la mort du roi Arthur est également de la responsabilité des personnages. J'amène ensuite mon plan en 3 parties. Alors je vous l'avais déjà dit pour ceux qui ont regardé la vidéo sur le moment où je passais les écrits du CAPES. Pour moi ma 3e partie elle fait un peu couler le navire, c'est un peu la 3e partie qui part dans tous les sens parce que j'avais plus grand chose à dire malheureusement. Selon moi c'est la partie qui pêche un peu, vous le verrez. Il s'agira dans un premier temps de montrer en quoi La mort du roi Arthur est un roman où la vérité est ébranlée, où l'erreur l'emporte à cause du caractère ambigu et trompeur des signes et du langage, avant d'expliquer pourquoi la vérité n'est pas pour autant absente du roman et de prouver que certaines certitudes subsistent, ce qui mènera dans un 3e temps à démontrer que plutôt que d'erreurs, il s'agirait aussi de parler de fautes dans la mesure où ce sont les personnages et non seulement les signes et le langage qui contribuent à rendre problématique la vérité. C'est toujours un grand 1 qui illustre la thèse, alors je prends la citation dans son ensemble, hein. Il ne s'agit pas de saucissonner la citation et de faire grand 1 début de la citation, grand 2 milieu de la citation, grand 3 fin de la citation, niet, ne faites jamais ça. Il faut prendre en compte toute la citation dès la première grande partie. Grand 1 en gros c'est, il fallait montrer que la vérité était problématique parce que les signes et le langage étaient ambigus. Voilà, j'illustre la thèse. Ensuite, grand 2, il fallait donc nuancer, hein, pas complètement s'opposer à cela parce qu'en réalité il y a du vrai là-dedans, mais de montrer que aussi certaines certitudes subsistent, que la vérité n'est pas toujours problématique, n'est pas toujours absente du roman. Le 3e temps c'est toujours un moment où vous allez vous attacher à un petit détail de la citation que vous n'avez pas bien travaillé ou qui mériterait d'être redéfini. Et moi je voulais redéfinir le concept d'erreur, de montrer qu'en fait ce qui semble être un accident qui arrive dans l'intrigue est en fait dû non pas à des causes extérieures mais à la propre responsabilité des personnages. Et donc là, redéfinir l'erreur en tant que faute. Dissertation de français, de littérature, elles sont aussi un peu philosophiques dans l'âme, hein. Il faut pas partir en réflexion philosophique, mais quand même, vous pouvez y introduire des concepts d'ordre philosophique qui ont toute leur place dans une réflexion d'ordre littéraire. Alors ensuite, on va passer à la grande partie numéro 1. Comme d'habitude, je pense vous lire uniquement la phrase d'introduction et une sous-partie et puis ensuite on ira aussi directement à la transition puis à la conclusion. Vous aurez droit à l'intégralité de la copie, je redis, dans l'onglet l'espace communauté de ma chaîne. À chaque fois que vous commencez une grande partie, il est bon de faire une ou 2 phrases qui vont présenter la grande idée de votre grande partie. Il s'agit pas déjà d'emblée d'introduire les sous-parties et de dire bon bah dans la sous-partie 1 je vais faire ça, sous-partie 2 et sous-partie 3. Non, ça c'est trop explicatif. Il faut juste dire quelle est votre grande idée de cette grande partie. À la lecture de La mort du roi Arthur, il apparaît d'abord que la vérité, notion centrale du roman, est mise à mal par l'opacité de la narration. Les signes et le langage a priori censé aider les personnages se révèle trompeur. N'hésitez pas aussi dans tout le déroulé de votre copie, ça c'est une bonne technique pour éviter le hors-sujet et partir dans des circonvolutions, je dirais même c'est obligatoire à reprendre des mots du sujet et dans votre phrase d'introduction de grande partie et dans vos sous-parties. Alors ensuite on passe à la première sous-partie. Alors là où je vous disais que pour moi ma dissertation elle est un peu synthétique, c'est que c'est vrai que mes sous-parties si vous regardez, elles font à peine 15 lignes. Je trouve que c'est trop peu. Et je pense que pour l'agrégation, par exemple, on attend bien plus en termes de précision. J'étais un peu sèche, j'avoue, parce qu'on avait beaucoup d'œuvres au programme, parce qu'on avait beaucoup de citations, et parce que bah, j'avais pas pu me concentrer à fond sur la mort du roi Arthur. Vous allez voir, il y a des éléments précis, mais on aurait pu argumenter davantage, je pense. La vérité, si elle est problématique, est paradoxalement au centre de l'intrigue et s'oppose au mensonge. On dénombre plusieurs dizaines d'occurrences du terme ainsi que ses dérivés, vrai, vraiment, véritablement, tout comme par son antonyme et ses dérivés, mensonger, mentir. Cette vérité est d'abord problématique car déformée par la rumeur ou menacée par le mensonge. Le langage devient alors vecteur de l'erreur au travers des discours tenus ou des dialogues échangés. Arthur se méfie d'abord des propos rapportés par Agravin révélant l'adultère de la reine Guenièvre avec le chevalier Lancelot. Il voulait mettre à l'épreuve le mensonge qu'Agravin lui avait raconté. Il s'agit pourtant de la vérité, mais elle est problématique pour 2 raisons.
elle est prise pour un mensonge et elle est proférée pour nuire à un personnage de valeur, à la fois inopérante et nuisible. Ce qui manque aussi, c'est une mini-conclusion, un mini-bilan de sous-partie. On finit de façon un peu abrupte. Et pour moi, c'est vrai que ça manque un peu d'argumentation, même si on a des citations précises. Alors vous voyez, on peut avoir deux types de citations, hein. On peut avoir juste des mots, des occurrences de mots qu'on aura relevés dans le roman. Alors je précise qu'on n'a pas le roman pendant la dissertation, hein. Il faut faire de mémoire. Et on a également une citation associé à un passage précis de l'œuvre, donc le moment, une transition entre le grand 1 et le grand 2. Si le roman La mort du roi Arthur semble caractérisé par une obsession de la vérité, cette vérité est devenue problématique, tout comme les signes et le langage sont devenus trompeurs. La reprise du verbe progressif devenir par P. Walter témoigne de la rupture du dernier tome du cycle de la Vulgate avec les romans de chevalerie précédents, où l'opacité s'est substituée à la clarté. Pour autant, toutes les certitudes ne sont pas détruites, l'accès à la vérité est l'objet d'une quête qui aboutit dans certains cas. Je récapitule ce que je disais par rapport à cette vérité problématique. J'introduis un élément d'histoire littéraire avec le cycle de la Vulgate. Je nuance en introduisant ma deuxième grande partie. Finir par la lecture de ma conclusion. Vous savez, la question de la longueur, on me demande souvent combien il faut faire de pages en dissertation. Oui, certes, la longueur a une importance, mais c'est aussi le contenu, c'est la qualité. Si vous faites 20 pages, que vous ne dites rien, que vous faites du blabla philosophique qui sert à rien, bah ça ne va pas vous aider à avoir une bonne note. Vous voyez, la mienne, elle est assez synthétique et j'ai quand même une bonne note. Pour moi, elle est trop synthétique, je pense que j'aurais pu grappiller des points là-dessus, et je pense que à l'agrégation, j'aurais pas eu cette note-là. Honnêtement, c'est pas une copie, c'est une copie qui passe bien au CAPES, mais c'est pas une copie qui passerait aussi bien, je pense, à l'agrégation. Il apparaît d'emblée que la vérité est une notion capitale de la mort du roi Arthur, tout tant pour les personnages que pour le narrateur. Or, cette vérité s'avère problématique, car déformée, menacée ou encore mal interprétée. Elle provoque alors de nombreuses erreurs et semble faire reposer le roman sur des certitudes qui n'en sont pas, laissant les personnages en proie aux figures ambivalentes du hasard, de fortune, de destin et de Dieu. Pour autant, si l'intrigue avance, c'est aussi grâce à des adjuvants qui apportent avec eux vérité et certitude. La narration elle-même repose sur ces deux notions, le narrateur s'efforçant d'expliquer, de justifier et de développer dans un souci de véracité. Tout semble concourir à la première des certitudes de ce roman, sa fin. Si les personnages ne semblent pas tous certains de ce qu'ils font, le narrateur l'est. Mais on ne peut pas faire reposer la fin de l'univers arthurien uniquement sur l'erreur, car l'erreur se corrige là où la faute est volontaire. Quand bien même tout participe à orienter les personnages vers la vérité et la certitude, il arrive souvent que ceux-ci refusent d'y faire face. Guidés non plus par la vérité ou par l'ambiguïté, mais dominés par leur passion, les personnages provoquent leur fin. La mort du roi Arthur n'en demeure pas moins un roman qui se distingue par son opacité et son mystère, en témoignent des situations étranges, telles que l'épisode de la Dame de Béloé, ou encore la sépulture de Lancelot enterré avec Galeot, qui reste encore aujourd'hui l'objet d'interrogation. Conclusion, je la trouve bien du point de vue du récapitulatif, du résumé de tous les éléments. Tous les éléments sont résumés, mais on apporte en même temps par ce résumé une réponse à la question initiale. N'oubliez pas que la conclusion est une réponse directe à la problématique de départ. Moi, ce que j'ai pour habitude de faire, c'est noter ma problématique d'abord au brouillon, et au moment de la conclusion, paf, je ressors mon brouillon, comme ça j'ai pas besoin de récupérer mes feuilles. Et je compare la problématique à ce que je vais écrire pour la conclusion. En fait, l'idée dans ma tête, c'est tiens, la conclusion, ça va être ma réponse à ma problématique. Comme quand on vous pose une question et que vous apportez une réponse. Bah là ça va être la même chose mais ça va être un peu plus long, un peu plus développé. En revanche, ce que je trouve un petit peu moins bien dans cette conclusion, c'est plutôt la fin. L'espèce d'ouverture que j'ai tenté de faire sur la mort du roi Arthur, qui est encore aujourd'hui l'objet d'interrogation, c'est vrai, la recherche le dit, mais je pense que c'est ce qui manque dans ma copie, c'est la précision en fait de mes références théoriques. En fait j'en ai cité très peu dans ma copie alors que j'en citais bien plus quand j'étais en prépa. Et même si une copie se fait d'abord sur l'œuvre avant
les références théoriques. Ici ça manque un petit peu. Donc voici pour cette copie, je le redis, elle sera disponible intégralement dans l'onglet communauté de ma chaîne. J'espère que ça aura pu vous donner un petit aperçu de ce qu'on peut faire comme dissertation au CAPES, de ce qui est attendu de nous, CAPES de lettres modernes mais aussi de lettres classiques, puisqu'en lettres classiques vous avez une dissertation sur œuvre, même programme que lettres modernes, et puis également pour les langues régionales. Et je souhaite un bon courage à tous ceux qui souhaitent se lancer dans le CAPES. C'est une belle aventure et ce à quoi ça mène, c'est aussi une belle aventure. Seconde vidéo où je vous montrerai cette fois-ci ma copie de grammaire et de stylistique, donc la seconde épreuve écrite du CAPES de lettres modernes. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.